Les chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des peuples qui ne pratiquent aucune forme d'agriculture ni d'élevage. Donc, ils tirent leur subsistance alimentaire uniquement de la chasse, de la cueillette exclusivement de végétaux dits sauvages, hein, on en parlera plus en avant si vous voulez, de la pêche ou du ramassage, qu'on appelle le ramassage de coquillages, de mollusques, d'insectes. Alors avant la colonisation, avant la phase finale de la colonisation, c'est-à-dire avant 1890 en gros, c'était le cas de nombreux peuples, vous en connaissez certains, les Inuits, ceux qu'on appelait avant les Esquimaux, les Pygmées, les San, anciennement Bushmen, les aborigènes australiens. Et c'est pour vous donner une idée de l'importance de la répartition des chasseurs-cueilleurs au moment de la grande colonisation. Disons, vers 1870-80, on a quand même des chasseurs-cueilleurs. Donc dans le sud, là, les San, c'est les anciens Bochimans. L'ensemble de l'Australie, alors qu'ils commençaient à être colonisés, mais l'ensemble de l'Australie était exclusivement chasseurs-cueilleurs au moment de la première colonisation de 1788. Donc on a un très grand ensemble ici. Donc je vous parle du mode de vie traditionnel tel qu'il était encore observable au XIXe siècle. Le grand intérêt de ces peuples, et le très grand intérêt de ces peuples, c'est que, je dirais très évidemment, ces peuples qu'on retrouve, je dirais pas intacts, on va y revenir après, mais ces peuples qu'on retrouve au XIXe siècle continuent le plus ancien mode de vie de l'humanité. Avant l'invention de l'agriculture et de l'élevage, en gros, il y a 10 000 ans, avant cette invention, qui n'a que 10 000 ans, avant, pendant tout le paléolithique supérieur, entre 40 000 et 10 000 ans, et bien avant un paléolithique inférieur, là, qui remonte à des millions, l'homme a été un chasseur et un cueilleur. Ces peuples, ce mode de vie, ce régime économique et technique, ces peuples sont les champions de l'adaptation. Vous avez des chasseurs-cueilleurs dans le monde inuit jusque sur le pôle. On appelle les Inuits du pôle. D'autres au Groenland, où il y a juste un tout petit coin avec plusieurs mois de banquise où il n'y a absolument rien. D'un autre côté, vous avez des chasseurs-cueilleurs comme les San, donc les Bushmen, les Bochimans en sud, qui sont dans des quasi-déserts. Je dirais le désert du Kalahari est un quasi-désert. Mais en Australie de l'Ouest, on a des véritables déserts où les premiers explorateurs, d'ailleurs, sont morts de faim et de soif. Ce sont des vrais déserts. Et on a à cet endroit-là des chasseurs-cueilleurs. Il est évident que des agriculteurs ou même des éleveurs ne peuvent pas s'installer ni au pôle, ni dans des déserts très arides. Les chasseurs-cueilleurs, leur première caractéristique, en quelque sorte, c'est qu'ils sont extrêmement bien adaptés aux environnements extrêmes, plus que les agriculteurs. Et je dirais aussi, plus que les animaux. Aucun animal, à ma connaissance, n'est adapté à une surface aussi grande et à une variété d'environnements aussi grande que les chasseurs-cueilleurs. Donc on a des différences culturelles colossales entre toutes ces sociétés. Des différences environnementales, évidemment, mais aussi des différences de société. Ça veut dire que ces gens-là ont élaboré des sociétés qui sont complètement différentes au niveau de la culture. D'où la grande question, mais qu'est-ce que tous ces gens aussi différents qui sont aux quatre coins du monde, qui sont comme des survivants d'une époque lointaine, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ces peuples qu'on appelait avant chasseurs utilisent autant la cueillette que la chasse pour leur alimentation. Et pourquoi on ne l'a pas dit et pourquoi on ne l'a pas vu? Parce que la cueillette est faite par les femmes. Alors la cueillette, chez les chasseurs-cueilleurs, vous n'imaginez peut-être pas la cueillette. La cueillette, c'est pas seulement se promener pour ramasser des mûres. Quelquefois, ça consiste à faire des trous très profonds dans le sol pour déterrer une tubercule. Donc on a la cueillette de tubercules, qui est un énorme travail. Bon. On a aussi la cueillette des graminées sauvages, qui est très importante en Australie, dans tout le monde
désertique, où on fait tomber les graminées sauvages, des graines, on les fait tomber au sol, on les balaye, on les ramasse, et après on les broie dans des mortiers, c'est-à-dire que les mortiers ne sont pas du tout caractéristiques des agriculteurs, d'ailleurs on en retrouve en Californie où il n'y avait pas d'agriculteurs, et on fait une espèce de pâte de salade, de pâte de pain. Donc cette cueillette était tellement importante dans ces régions, disons, un petit peu désertiques, un petit peu arides, qu'on estime qu'elle représentait 70% de l'alimentation. Un grand chasseur australien dans les déserts de l'Ouest, c'est un chasseur qui a tué 3 kangourous dans sa vie. Le reste du temps, il a attrapé des lézards. C'est vous dire l'importance de la cueillette. Donc c'est pour ça qu'on corrige cette vision traditionnelle de façon très insistante en ne disant plus les chasseurs, mais les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs, au contraire, par rapport aux migrations animales, ils bougent un petit peu, mais ils sont plutôt en train de les attendre. Le chasseur-cueilleur est fondamentalement un opportuniste. Certains travaux anglais ont beaucoup insisté d'ailleurs sur cet aspect. Ils sont opportunistes, ils utilisent ce qu'il y a. Ils bougent un petit peu, mais ils ne bougent pas tellement. Ils bougent beaucoup moins en tout cas que les pasteurs nomades. Ce n'est pas le nomadisme des grands pasteurs. C'est une certaine mobilité. Et une mobilité qui a sa rationalité. On a affaire à des cycles rationnels d'exploitation du milieu en fonction de l'apparition de certaines ressources. Le poisson migre, le caribou arrive, et en fonction de la disparition. Et c'est un cycle qui a sa rationalité. Alors je vous l'ai montré sur le monde esquimau, on pourrait le montrer ailleurs, pareil dans le monde australien, mais peut-être ça serait moins en couleur, mais la conséquence est la même. C'est pour ça que plutôt que de nomadisme, souvent on parle de mobilité. Ces gens-là ont inventé la semaine de 35 heures bien avant nous. Ces gens-là travaillent beaucoup moins que des agriculteurs sous Louis XIV ou bien des riziculteurs de Java. D'où l'idée, âge de pierre, âge d'abondance. Alors évidemment, ils n'ont pas grand-chose. Évidemment, ils n'ont pas grand-chose. Donc c'est un peu... Mais ils avaient beaucoup de temps. Ils avaient énormément de temps. Vous voyez que, comme dit une certaine anthropologie américaine, ils sont localisés dans des régions marginales. Bon, on a l'impression qu'ils ont été refoulés. Alors c'est une idée qui est totalement fausse. Ces régions dites marginales étaient déjà occupées par les chasseurs-cueilleurs pendant la préhistoire récente ou plus ancienne. Ce qui est vrai, c'est que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs sont restées dans les régions où l'agriculture et l'élevage n'étaient pas possibles. Ils n'ont pas été refoulés. Ils n'ont pas été réfugiés. C'est très important de comprendre ça, parce qu'une population réfugiée, refoulée, a complètement changé son mode de vie. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont restés là où les agriculteurs ne pouvaient pas s'étendre. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre quand même. Par exemple, en Californie, les Indiens de Californie sont des chasseurs-cueilleurs. Il ne faut aucune agriculture. Vous allez dire, bon, ben, l'agriculture était possible en Californie. Non. La Californie est un climat méditerranéen. Vous avez absolument besoin d'irrigation. Les Indiens d'Amérique du Nord, à part une culture archéologique, mais qui n'a pas fait de petits, qui n'a pas continué, ne pratiquent pas l'irrigation. Donc l'agriculture dans les conditions indiennes, dans les conditions indiennes des techniques et des exploitations agraires, ne peuvent pas cultiver la Californie. Donc la Californie est restée peuplée de chasseurs-cueilleurs. Et on explique à peu près, toute la répartition que vous avez ici s'explique à peu près par des considérations aussi simples. C'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs sont restés là où les autres ne pouvaient pas venir. Et comme c'est eux qui sont le plus adaptés le plus large, bah, ils ont une répartition évidemment plus large que les agriculteurs. Mais qu'est-ce que tous ces gens-là ont bien en commun? En gros, vers 1960, l'anthropologie américaine, puisque l'anthropologie des chasseurs-cueilleurs a été essentiellement américaine, a conçu une réponse et a fait un petit modèle pour répondre à notre question. Ils ont dit ce qu'ont tous ces peuples en commun,
ce sont un certain nombre de choses qui sont, premièrement, la mobilité, c'est-à-dire l'absence de sédentarité, avec des raisonnements un petit peu simples. Bon, puisque vous n'avez pas votre champ, l'agriculture, il faut bouger au fur et à mesure, je vous l'ai montré. Bon. Donc, en premier point commun à la mobilité, l'absence de sédentarité, hein, ce qui se reflète dans le fait qu'on a des tentes ou des huttes de branchage. Hein. On bouge tous les 3 jours, quelquefois. Les villages d'hiver, dans le monde inuit, ils restent quand même quelques mois dans le même village. Mais après, ils bougent. Deuxièmement, une densité démographique extrêmement faible. Pourquoi? Pour des raisonnements très simples. Parce qu'il ne faut pas surexploiter le lieu. Si la population qui exploite une région était multipliée par 10, elle exterminerait la population caribou ou bien les... Donc ces populations ont des densités démographiques extrêmement faibles. C'est nettement inférieur à 1 habitant au kilomètre carré. Et troisièmement, ce sont des sociétés qu'on a dit grosso modo égalitaires, sujet extrêmement complexe, mais qu'on dira sans différence de richesse. Il n'y a pas des riches et des pauvres. Bon. Et ceci venant de cela, parce que si vous n'avez pas de sédentarité, vous ne pouvez pas accumuler des richesses. Un chasseur australien, qu'est-ce qu'il a, un chasseur australien? Il a 3 lances, une hache, auquel il tient beaucoup d'ailleurs, un propulseur qui est un instrument pour lancer, qui lui sert en même temps de récipient. Il n'a rien d'autre. Il a une ceinture de cheveux qui lui vient de ses beaux-parents. Et puis, il a des relations sociales. Mais en tant que matériel, il a très peu de choses. L'Inuit a un petit peu plus, mais il n'a pas énormément de choses comparé à ce que nous avons ou même ce qu'on avait à l'époque des Romains. Voilà, je conclus. Cette réflexion sur l'ethnologie, en fait, des chasseurs-cueilleurs, conduit aussi à s'interroger sur un tournant de l'histoire, c'est-à-dire sur la révolution néolithique, c'est-à-dire sur l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Ce que l'on voit dans les exemples signaux que je vous ai donnés, c'est que, en l'absence d'agriculture, des sociétés donc de chasseurs-cueilleurs ont pu bâtir des sociétés très similaires à des sociétés d'agriculture. Thank you.